J'ai choisi God of Fury pour être ma première romance MM et j'ai été malheureusement déçue. Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tome 5 de la saga Legacy of God de Rina Kent, publié par les éditions BMR. J'en profite aussi pour répondre à la question globale que vous m'avez posée. Est-ce qu'on doit lire la Royal Elite avant de lire la saga Legacy of God? Alors ma réponse est normalement, parce que cette saga-là, elle fait vraiment partie de l'histoire de leurs parents, mais ce sont quand même des tomes indépendants, les Legacy of God. Donc si vous voulez les lire, ça ne vous spoilera pas sur l'histoire de leurs parents. Donc c'est vraiment à vous de décider, est-ce que vous voulez connaître l'histoire des parents ou vous voulez direct attaquer avec les enfants parce qu'il n'y a aucun spoil en ce qui concerne leur histoire. Bien au contraire, au fait, Rina nous laisse 2-3 petits indices dans chacun des tomes de la Legacy pour nous donner envie de lire l'histoire des parents. Comme moi perso, j'ai hâte de lire celle de Killian, de ses parents à lui, parce que waouh, tous les trucs que j'ai lus dans cette histoire m'ont juste donné envie de lire le tome des parents, alors qu'il est sorti, quand je vous tourne cette vidéo, on est le 7 août, donc il est sorti littéralement hier, le 6 août. Je vais me jeter dessus après cette saga, personnellement. Bien, après cette intro plus que longue, on va parler de nos deux protagonistes. Alors, dans ce livre, on a Brandon King, le fils de Levi et de Astrid King, qu'on a pu voir dans leur tome dédié Cruel King. Brandon, c'est vraiment un bourge anglais. BCBG, comme l'appelle Nikolai, le prince charmant qui a toujours tout sous contrôle, très ordonné, discipliné et qui fait toujours ce qu'on attend de lui. Mais derrière la surface de perfection qu'il se donne, on apprend que Brandon a beaucoup de soucis niveau santé mentale. Il a une profonde haine envers lui-même. À plusieurs reprises, il est même obligé de se faire mal pour libérer toute cette douleur mentale. Et se faire du mal physiquement, c'est la seule manière qu'il a trouvé de cohabiter avec ce dégoût de lui-même et de le gérer. Au fait, tout son contrôle et toute sa discipline, c'est juste pour garder la tête hors de l'eau, ne serait-ce que pendant un moment, parce qu'on apprend que Brandon a vécu des choses dures dans son passé, qu'on apprendra un peu à la fin du livre. Et là, c'est vraiment la conséquence de tout ce qu'il a vécu dans son adolescence, c'est qu'il est obligé dans sa tête de créer cette personnalité totalement fausse de lui pour que les gens ne le détestent pas et ne le rejettent pas. Ça m'a brisé le cœur personnellement quand j'ai lu tout ce que Brandon subissait. En ce qui concerne son love interest, Nikolai Sokolov, le fils de Ray Sokolov et de Kyle Hunter, que normalement on verra bientôt dans la duologie Thorn of Vengeance et Thorn of Power, qui n'est pas encore traduite, mais ça saurait pas tarder parce que c'est la duologie juste après les parents de Killian. En tout cas, en anglais, elle est dispo. Si vous gérez l'anglais, foncez. Alors, Nico, c'est vraiment l'inverse, tout l'opposé de Brandon. Un prince labrador qui fout toujours le bordel, un monstre bagarreur qui a hâte de se battre. Franchement, Nikolai, il vit pour l'adrénaline. C'est vraiment un gamin dans tous les sens du terme avec Brandon. Franchement, dans ce livre, il était ma dose de fraîcheur. Il est tellement drôle. Lui aussi, il a des crises, si vous voulez, de violence où il est obligé, genre, de extérioriser tout ça. Et il doit vraiment apprendre à contrôler ses pulsions, ou en tout cas à mieux les gérer que ce qu'il faisait dans son adolescence. Et cette énergie-là, depuis qu'il est avec Brandon, elle est un peu mise sous contrôle, mais elle est toujours là, destructrice, qui veut toujours plus de violence. Et il n'y a qu'au fait les rapports S avec Brandon qui l'apaisent un petit peu. Nico, faut savoir qu'avant Brandon, c'était un Kyr. Donc un Kyr, c'est une personne qui ne définit pas son orientation S.
Elle a des rapports avec les deux genres, sont complexes, ils assument et en général ne fréquentent que des gens comme eux parce qu'en général pour eux les rapports c'est 3 plus si j'ai bien compris, sinon corrigez-moi en commentaire, il n'y a pas de souci parce que j'avoue que j'ai découvert ce genre avec ce livre, je connaissais pas du tout. Et Nikolai, de base, il fréquentait que des personnes comme lui jusqu'à l'arrivée de Brandon. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que le club des Ethans avait une initiation un peu chelou. On a vu cette initiation dans God of Malice, God of Wars, et on va la retrouver dans God of Fury. Alors, les participants, ils se transforment en proie. Et les dirigeants des Ethans, eh ben, ce seront les prédateurs. S'ils t'attrapent, c'est fini pour toi, t'es hors jeu et tu fais pas partie du club. Et pour participer, il faut recevoir un code QR sur ton téléphone. Quelqu'un, on ne sait pas qui, a envoyé ce même code à Brandon. Et il était accompagné d'une menace contre son frère. En gros, s'il venait pas, son jumeau ne verrait pas le lendemain. Et Brandon étant ce qu'il est, genre le frère gentil qui fait ce qu'on attend de lui, il est parti à cette initiation pour sauver son frère. Il a arboré un masque de lapin comme tous les autres et est parti en courant pour sauver sa peau dès que le jeu a commencé. Mais il a été intercepté par le masque jaune fluo, connu sous le nom de Nikolai Sokolov, qui a dit à Brandon qu'il avait cherché partout le numéro 89. Là, Brandon tic, bien sûr, il a compris que c'était Nikolai qui lui avait envoyé cette invitation. Et il essaie de savoir où son frère est. Mais Nico, il l'attrape et il lui fait passer un mauvais quart d'heure. Mais malheureusement, le gabarit de Nikolai ne se compare pas du tout à celui de Brandon, malgré qu'il est musclé et bien baraqué, mais Nikolai, c'est une montagne comparé à ce pauvre Brandon. Mais il réussit quand même à avoir l'avantage sur lui en lui balançant une énorme branche à la figure et ce n'est qu'après ça que Nikolai s'est éloigné de lui. Seulement, il l'a vite rattrapé et il l'a emmené dans la maison des Ethans. Mais là, il a découvert que Nico lui avait menti et que London n'est jamais venu à cette initiation. Du coup, ni une ni deux, il se barre. Mais quelques jours après, à la grande surprise de Nikolai, il n'arrive pas à se sortir Brandon de la tête et ne cesse de penser à lui avec des envies S. Et il n'arrive même plus à avoir des rapports avec d'autres personnes, il est totalement désintéressé à ce niveau-là et c'est une première dans sa vie. Et le seul qui lui fait un tant soit peu d'effet, c'est Brandon. Ce qui a commencé comme étant un jeu, ben, il s'est retourné contre Nikolai. Il trouve ça ridicule, mais il a besoin de voir Brandon pour des raisons que même lui ne comprend pas. Alors du coup, Nikolai, il commence vraiment à stalker London, il voit ses stories et il remarque que tous les jours à la même heure, 5h30 du mat, Brandon sort courir. Alors un jour où il n'en pouvait plus, Nikolai a attendu London à l'extérieur du manoir où il vit avec son frère, son cousin et Rémi. Et là, il lui a bondi dessus, en mode il a commencé à courir avec lui, sorti de nulle part. Et quand Brandon a réalisé que Nico le suit et veut courir avec lui, eh ben il a pété les plombs et se montre très agressif envers Nico. Mais Nico s'en fout, il veut l'avoir et il l'aura. Malgré le fait que Brandon lui répète sans arrêt être hétéro, Nico se dit juste qu'il se ment à lui-même, hein, parce que clairement il a compris depuis le jour de l'initiation qu'il était aussi attiré par lui. Plusieurs semaines après que Brandon ait traité Nikolai de tous les noms et s'être même remis avec son ex pour éloigner Nikolai, ah ben Brandon finit par céder et avoir un rapport S avec Nico à l'arrière d'un bar. Alors
Alors bien sûr, il n'assume pas et met la faute sur l'alcool et sur Nikolai. Mais en vrai, les 2 savent très bien ce qui s'est passé ce jour-là et même si, ben, Brandon, il continue, à fond dans le déni, Nikolai, il se donne pour mission de le faire sortir de sa coquille de perfection. Brandon, lui, il est encore dans le déni, dans une lutte constante pour, éloigner Nikolai. Mais on voit bien aussi que c'était le meilleur rapport de toute sa vie et qu'au fait, avant Nikolai, pour lui, les rapports, c'était une corvée qu'il était obligé de se taper pour atteindre les attentes des autres. Pour vous dire à quel point hein, le mec, il fait tout pour faire plaisir aux gens. Donc, même s'il essaie d'éloigner Nikolai de toutes les manières humainement possibles, la vérité, c'est que lui aussi, il est attiré par lui. Après plusieurs altercations entre ces deux-là, et il finit enfin par céder et décide d'avoir une relation physique avec Nikolai dans son penthouse, là où personne ne pourrait les voir, parce que oui, on garde la relation secrète très longtemps, même jusqu'à pratiquement la fin du livre. Parce que Brandon refuse catégoriquement, et c'est très clair dès le début entre lui et Nikolai, qu'il refuse que quiconque soit au courant de leur liaison. Et c'est vraiment avec Nico que Brandon va apprendre ce que c'est que le vrai plaisir. Faut savoir aussi que Brandon, il a énormément de réticence et au fait, il renvoie ça d'une manière un peu négative sur Nikolai, il l'insulte tout le temps, constamment, malgré que lui, en général, il en rigole, mais ça le gonfle un petit peu quand même et ça le blesse parce que lui, il comprend très tôt qu'il ressent des choses pour Brandon et il les avoue, mais c'est pas le cas de Brandon. Et vraiment leur relation, elle dure un bon moment en mode in and out. Ils sont exclusifs, donc ils voient personne d'autre. Mais oh mon Dieu, c'est genre un pas en avant, 30 en arrière. À chaque 2 chapitres, ils se disputent, ils se séparent, ils se rabibochent, ils ont des rapports, ils se redisputent, ils se reséparent. Et c'est comme ça pendant une bonne partie du bouquin. Alors les relations montagnes russes, moi j'appelle ça parce que c'est un coup je te veux, un coup non, on n'est plus ensemble, on a rompu, je veux plus te voir. Ensuite, oh non, je peux pas vivre sans toi, rappelle-moi pitié. Ensuite, on a une phase d'excès de colère en mode rappelle-moi immédiatement. Ensuite, on revient à toutes les phases que je vous ai faites précédemment. En fait, c'est 3 phases qui reviennent à chaque fois. Le fond du problème, c'est que Nico est vraiment amoureux de Brandon et il le lui montre de la manière la plus cute possible parce que ses comportements avec lui, c'est trop, trop, trop mignon. Mais en ce qui concerne Brandon, il est pas prêt à faire son coming out. Et je trouve qu'il est vraiment injuste et dur envers Nikolai qui depuis le début ne lui a témoigné que de l'amour, de l'affection et il était vraiment là à chaque fois qu'il avait besoin de lui. Et même si la plupart du temps, ben, Nikolai il lui pardonne, parce que contrairement aux autres, il voit bien que Brandon utilise sa discipline et son organisation comme une facette pour quelque chose de beaucoup plus sombre. Et n'empêche que ça le blesse quand même et qu'il voudrait que Brandon assume enfin leur relation. À un certain moment du bouquin, il lui demande même combien de temps je vais devoir attendre. Une semaine, un mois, des années, combien de temps t'as besoin en fait. Et c'est là qu'on est position de nous poser les questions suivantes. Est-ce que leur couple va survivre à leurs différends? Est-ce que Brandon va enfin assumer sa relation avec Nikolai? Et lui avouera-t-il ce qui le tracasse vraiment et se pousse à s'auto-infliger toute cette souffrance et se dégoûte de lui-même? Vous l'aurez compris, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, arrêtez-vous là. Comme d'habitude, vous avez mon timecode pour mon avis et mes citations préférées, n'hésitez pas à aller checker. Pour ceux que le spoil ça dérange pas, on continue. Alors, les ruptures entre ces deux-là, comme je vous l'ai dit, c'est un truc qui arrive à peu près tous les 2 chapitres. Mais le jour où vraiment Nico appelle Brandon alors qu'ils sont séparés juste pour avoir un rapport sur un arbre pour le laisser comme ça et se rebarrer immédiatement, ça a fait aussi beaucoup de mal à Brandon et il ne lui a pas reparlé pendant une semaine.
Après quoi, il lui a envoyé un message disant qu'il avait pris une décision à propos de son frère London, le jumeau de Brandon, et qu'il allait s'en charger. Parce que depuis le tout début de cette saga, au fait, London, c'est l'ennemi public numéro un des Ethans, le club de Nikolai, et il leur cherche les problèmes partout où il peut, comme l'incendie du tome 2 et l'envoi de Cécilie dans le tome 3 pour l'initiation des Ethans, pour récolter aussi des informations sur leur baraque et leur système de sécurité. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase de tous les Ethans, c'est quand London a déclaré publiquement qu'il revendiquait Mia, la sœur de Nikolai, et qu'ils étaient en couple. Et il leur a pas épargné les détails de leur relation, hein, comme je vous l'ai expliqué dans le tome dédié pour ces deux-là, God of Ruin, qui est sorti hier. N'hésitez pas à aller checker. Il décide que c'est le moment de déclarer publiquement la guerre à London et qu'il se fout du fait que lui, en échange, il veut la paix pour Mia. D'ailleurs, ce soir-là, c'était vraiment horrible pour Nikolai parce qu'il était en très mauvais termes avec Brandon. C'était une phase où ils étaient séparés et qu'ils allaient vraiment pas bien. Et en plus, il vient d'apprendre que sa sœur sortait avec le psychopathe de frère de Brandon. Donc c'était vraiment la goutte d'eau. Il a explosé. Et ben, il allait envoyer un coup de poing en plein gueule de London, sauf que Brandon s'est interposé à la dernière minute et c'est lui qui a encaissé le coup à la place de son frère. C'est là que Nico a commencé à se calmer un petit peu parce que quand il a réalisé ce qu'il a fait, il était en mode oula, et a décidé de s'occuper de London une bonne fois pour toutes. Et quand il a envoyé ce message à Brandon disant qu'il allait s'occuper de son frère, ben il a flippé, il a compris qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Il a donc appelé Mia et il lui a expliqué que son frère voulait s'en prendre à son frère à lui, donc Nicolas et à Brandon. Bien sûr, elle a foncé au manoir et elle a sauvé son mec in extrémiste des griffes de Nico, Jérémy et de Killian. Parce que oui, ils sont tous, ils le détestent, London, depuis le début, tous les Hiddens. Mais Brandon n'étant pas un membre du club, ben, il est resté dehors malgré les coordonnées que lui a données Mia. On ne le laisse pas entrer, au début du moins. Mais entre-temps, London sort dans un état pitoyable avec une entorse au poignet. C'est à peu près à ce moment-là que les deux frères vont faire table rase de leurs problèmes et décider d'avoir une entente cordiale, se mettre même carte sur table sur des trucs qu'ils ont fait quand ils étaient gosses et ils se rapprochent l'un de l'autre. Et là, ben, Brandon, il décide de descendre de la voiture et aller affronter Nicolas et lui dire que ben, tout est fini entre eux parce que ce qu'il a fait à son frère, c'est vraiment pas normal et pas humain. Et Nicolas lui dit dans tes rêves. Il essaie de l'empêcher de partir, mais Brandon lui donne un petit coup sur les côtes et il s'en va. Brandon décide de quitter Brighton après tout ça. C'était trop pour lui, au fait. Brighton, c'est une île en Angleterre où il y a l'université de Nicolas et la King's University et l'université de Brandon, la Royal Elite University. Je ne vais pas vous refaire les explications des universités parce que j'en ai parlé en long, en large et en travers dans la vidéo du tome 1 God of Malice, mais aussi dans God of Ruin. J'ai encore mieux expliqué l'histoire de leur club. Donc allez checker ces deux vidéos-là si vous voulez mieux comprendre. Et surtout parce que, au fait, dans cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire dans mon avis. Donc vraiment, si j'ajoutais encore les explications des deux universités et des deux clubs, la vidéo allait faire 1 heure. Il rentre chez ses parents à Londres pendant une semaine entière, bien que Nikolai ait essayé par tous les moyens de joindre Brandon, mais n'a pas, lui, il a décidé de ne pas répondre en fait aux 20 appels et douzaines de messages qu'il lui envoyait par jour. Vraiment, tous les jours, il y avait le même schéma qui se répétait, des supplications, des menaces, un coup je te supplie, un coup Putain, réponds. Vraiment, c'est Nicolas, c'est des supplications à la colère, son schéma, toujours comme ça. Bref, pendant qu'il était chez ses parents, autour d'un dîner, il y a l'agente de sa mère, Grace, qui est venue et qui a abordé le sujet de la carrière artistique de Brandon et elle a dit qu'elle serait ravie de le prendre sous son aile et de le représenter
tout comme elle représentait sa mère depuis des années. Mais Brandon, il est réticent et il pense qu'il n'est pas à la hauteur de sa mère et refuse l'offre. Ses parents ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ils sont venus dans sa chambre un peu plus tard avec des snacks en prévoyant une soirée film avec leur fils. En vrai, il voulait le rassurer, lui montrer qu'il était là et qu'il respectait sa décision. Même s'il choisissait de ne pas signer avec l'agent de sa mère, c'était ok, il pouvait signer avec qui il voulait. Et c'est vraiment là que Brandon a décidé de leur avouer ce qui le tracassait. Il avoue qu'il est gay et qu'il était vraiment terrifié à l'idée qu'on le rejette une fois qu'on aurait vu son vrai visage. Mais ses parents, ils sont géniaux et ils lui disent qu'ils le savaient parce que du haut de ses 7 ans, eh ben, il avait eu un crush sur un certain Jay, le demi-frère d'Astrid, je crois, et qu'il le trouvait très beau, aussi beau qu'un prince, il leur avait dit quand il avait 7 ans, et que ben, ses deux parents avaient compris ce jour-là que leur fils était gay, mais que comme il s'intéressait à des filles après ça, il se disait qu'il était peut-être bi et qu'il aimait peut-être les deux, enfin il l'acceptait comme il était, il s'en foutait de son orientation S. Il leur avoue qu'il fréquente le cousin de Killian, donc le petit ami de la sœur de Clinton. Et le père de Brandon lui dit: «S'il te plaît, dis-moi que c'est le cousin, réfléchis.» Il est au bout de sa vie, leur père. Parce qu'au fait, comme il le dit, tous ses enfants, ben, le grand, c'est un psychopathe, la petite, elle est avec un psychopathe, et l'autre, c'est aussi avec un psychopathe qu'il est. J'ai pété de rire dans cette scène-là. Davy, vraiment, merci pour ton chapitre. Alors, après ça, il a accepté son fils, hein, même s'il avait décidé de sortir avec Nico, c'était pas grave. Après tout, ses 3 enfants étaient sortis du nid et c'était un peu plus ça qui lui faisait peur qu'avec qui il sortait. Et franchement, je suis désolée, mais quand on voit comment Nicolas traite Brandon, c'est la relation parfaite. Anyway, alors le lendemain de toutes ces révélations, Nikolai se pointe à la maison des Kings, exactement comme London dans God of Ruin. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire parce qu'ils le détestent tous, mais ils lui ressemblent tous en vrai. Je parle des Eatons, bien sûr. Brandon, quand il revoit Nikolai, bien sûr, il a des réticences, mais ils finissent bien évidemment par se rabibocher, comme ça a été le cas pendant tout le livre. Et il le présente même à ses parents et il le présente comme son mec et non pas comme un ami, comme Nico l'a dit au début, ce qui l'a empli de joie parce qu'enfin, ils ont passé ce cap. Ah, j'étais tellement heureuse pour lui d'ailleurs. Mais malheureusement, dans les livres de Rina, le bonheur ne dure jamais très longtemps. Parce que c'est là que la bombe a éclaté et qu'on apprend que quelqu'un a abusé de Brandon dans sa jeunesse et que ça l'a profondément marqué au point qu'il éprouve tout ce dégoût de lui-même depuis ses 15 ans. Et cette personne, ben, Brandon a réussi à dégoter la vidéo de ce qui s'est passé et il a menacé cette personne avec cette vidéo pédo. Et que si elle l'approchait encore, il allait la dénoncer parce qu'elle lui donnait des cours d'art. Et lui, il ne voulait vraiment plus la voir, alors il l'a menacé de tout dire à ses parents si elle leur ne donnait pas n'importe quelle excuse pour arrêter ses cours. Parce que pour lui, c'était hors de question qu'il la revoie dans un contexte privé. Alors, quand Grace a appris pour Brandon et Nikolai, elle lui a dit que ça ne durait pas et qu'il n'était qu'une passade et ça allait finir et qu'elle allait lui envoyer un cadeau d'adieu après lui avoir demandé son numéro. Et à peine quelques minutes plus tard, elle lui envoie la vidéo de Brandon et de Grace le jour de l'abus. Parce que oui, ce n'est autre que elle, Grace, l'agent de sa mère depuis des années. Le pire après ça, c'est que quand Brandon a vu que Nikolai avait vu cette vidéo, parce que rappelez-vous, c'était lui le maître chanteur, et qu'il a compris que Nikolai l'a regardé, ben ça l'a brisé. Et il y avait un verre dans les mains de Nikolai au moment où il regardait la vidéo. Il a pété ce verre en 1000 morceaux. Et quand Brandon a revu ce qui s'est passé, quand son cerveau a imprimé, il a pris ce morceau de verre et il s'est fait du mal sur sa propre gorge.
Et là, c'est Nikolai qui s'élance en fait pour rattraper Brandon, qui essaie par tous les moyens d'arrêter l'hémorragie. Il l'amène à l'hôpital le plus vite possible. Il le supplie de s'accrocher et de pas le laisser, de pas le quitter, de rester dans ce monde avec lui. Ses parents font venir un chirurgien de renom pour sauver leur fils et Dieu merci, Brandon est sauvé et n'aura pas de graves séquelles. Ses parents vont le voir tout de suite après son réveil avec sa sœur et leur avouent que depuis ce qui s'est passé à ses 15 ans, il ressent ce profond dégoût de lui-même et a besoin de se faire du mal pour soulager ses démons, ne serait-ce que pendant un petit moment. Et qu'il a passé cet acte atroce parce que pour lui, une fois que tout le monde aurait su, ben, ils allaient le rejeter et le trouver aussi dégoûtant que lui se trouvait. Comme si c'était sa faute, au fait. Et pour lui, depuis son adolescence, c'est pareil. Il leur demande de l'aide parce qu'il en a besoin. Il n'arrive plus à gérer ce fardeau tout seul. Psychologiquement, il est à bout. Et ses parents lui promettent qu'ils seront toujours là. Pendant ce temps, vous vous demandez qu'est-ce que fout Nicolas? Eh ben, lui, il avait un autre besoin. Au moment où il a su que Brandon était hors de danger, il a décidé de se venger de Grace. Il a rappelé son père au placé de la Bratva et il lui a dit ce qui se passait. Il lui a demandé de trouver Grace et de l'aider parce que sinon il allait plus répondre de lui-même s'il l'a trouvé tout seul. Et c'est là que son père lui dit de se calmer parce que même s'ils ont de bras longs à New York, c'est pas le cas pour l'Angleterre. Donc il lui a vraiment dit attends, dès que j'arrive, on réglera cette histoire ensemble. Bien sûr, il le fait. Nicolas était encore à l'hôpital au moment où son père lui a dit ça y est, je l'ai trouvé et viens vite. London l'a entendu. Il a surpris cette conversation téléphonique et il lui a dit je sais pas ce que tu vas faire et je m'en fous, mais je viens, j'en suis. Elle va payer de ta main et de la mienne. Alors vous vous doutez de ce que Nico et Hélène ont fait à Grace, mais ils ont fait passer ça pour un acte de sa propre volonté, si je puis dire, et ont fait rédiger une lettre où elle avoue tout ce qu'elle a fait à Brandon. Après ça, ils se rendent tous les deux à l'hôpital. Brandon et Landon ont une conversation très éprouvante pour l'un comme pour l'autre. Et bien sûr, il lui pose la question sur Nico, qui en fait, il attendait dehors hein, pendant tout ce temps. Nicolas ne pourrait jamais vivre sans Brandon. D'ailleurs, cette scène m'a brisé le cœur. C'était d'une tristesse. Alors Brandon, il était là en train de le regarder en mode tu vas encore me regarder pendant longtemps? Et lui, dès qu'il prend son courage à deux mains, Nicolas rentre et lui dit c'est la dernière fois que tu essaies de me quitter, je m'en fous. Il se foutait de tout, en fait, mais la peur intense que, enfin, il arrive quoi que ce soit à Brandon, c'est vraiment ça que Nicolas, il n'a pas pu gérer. Et il le supplie à genoux de plus jamais refaire une connerie pareille. Pour lui. Brandon, après tout ça, il commence une thérapie et il travaille pour se sentir mieux dans sa peau. Il est heureux, il file le parfait amour avec Nico et dans l'épilogue, ça fait quelques années qu'ils sont ensemble maintenant, mais ils ont une relation à distance parce que Nico a pris son rôle au sein de la Bratva de New York pour aider Jérémy, son meilleur pote. Il le lui devait bien après tout ce qu'il a fait pour lui. Ils se voient lui et Brandon aussi souvent que possible. C'est à une cérémonie pour l'art où Brandon a reçu un prix que Nico est revenu en Angleterre. Et ce jour-là, ben, Brandon met un pied à terre et demande à Nico de l'épouser. Et il dit oui et il file le parfait amour. Et c'est sur ceci que se termine le tome 1. Alors, en ce qui concerne mon avis sur ce livre, je dois honnêtement vous dire que je m'attendais à beaucoup mieux. Avec toute la hype sur ce livre, je m'attendais à un truc de ouf, à adorer. Et en soi, franchement, j'ai bien aimé ce livre. Mais le fait est que l'histoire de Nikolai et Brandon est entremêlée à celle de tous les tomes précédents, les 4 premiers tomes. Chaque partie de leur histoire, en fait, elle est empêtrée dans l'histoire des autres.
Et ça m'a pas plu. J'aurais vraiment aimé que Rina reporte leur histoire, genre dans 2 ans ou moins, mais qu'ils aient leur propre moment, leur propre identité de couple. La première fois qu'ils se sont rencontrés, leur premier baiser, leur rupture, tout était lié aux autres tomes. Et leur histoire, elle manque vraiment d'identité. Et j'ai perdu de vue l'histoire parce que j'essayais tout le temps de me resituer avec les autres tomes que j'avais déjà lus. Ce qui m'a perdu un petit peu et j'ai failli décrocher au début. Et je vous avoue que c'est vraiment dommage parce que ce couple, il a une dynamique incroyable. Mais en soi, si je dois vous donner mon avis honnête sur le tome 5 dans sa globalité, je trouve que c'est beaucoup trop surcoté pour ce que c'est. Ah, j'ai même fini par me demander est-ce que ce genre de livre est fait pour moi parce que comme je vous l'ai dit, c'est mon tout premier MM et j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'au fait qu'il y avait énormément de gens qui pensaient comme moi. Alors ça m'a un petit peu déçue, je vais pas vous mentir, Rina m'a habituée à beaucoup mieux. Et je pense aussi que vous l'avez deviné, les répétitions en mode, chaque 5 minutes, ils se séparent et ils se remettent ensemble, c'était vraiment bref. Ouais, bref, ça aussi, ça n'a pas vraiment joué en la faveur du livre, surtout quand 70 du bouquin, c'est que des répétitions, donc ça finit vraiment par peser pour le lecteur. Perso, je pense qu'il est comme on me l'a survendu, au fait, on me l'a décrit comme la meilleure dark romance MM avec laquelle commencer, mais franchement, moi, je ne vous recommanderais pas ce livre pour comme moi commencer le MM. Alors, ça veut pas dire qu'il y a pas de bon côté, hein. Attention, Nicolas, il m'a fait péter de rire. C'est un vrai Tasmanien qui fout le bordel partout, une vraie tornade qui m'a fait péter de rire. Et franchement, les moments où Brandon lui disait t'es un animal ou quoi, et lui il disait wouf. Là, franchement, j'étais, comme on dit, on the floor, tellement je riais. Il y a des moments super entre ces deux-là. Et moi, mon avis, franchement, il est basé sur l'intégralité du livre, pas juste un moment précis. Alors oui, je peux vous dire que j'ai adoré le passage du père de Brandon. J'ai adoré les altercations avec, enfin, certaines altercations entre Nicolas et Brandon parce qu'il y en avait d'autres qui m'ont vraiment gonflé. Mais dans sa globalité, je trouve que c'est pas la meilleure dark romance de cette saga. Très honnêtement, il y a des livres aussi MM, j'ai vu sur les réseaux, tout le monde disait qu'ils étaient bien meilleurs que celui-ci et qu'il était beaucoup trop mis en avant par rapport à ce qu'il y a dedans et je ne peux que vous dire que j'ai le même avis que ces personnes-là. Alors, en ce qui concerne par contre mon analyse des personnages, j'ai adoré la dynamique de Nico et Bren, surtout à la fin quand ils étaient vraiment dans les événements et qu'il y avait vraiment du réel entre eux, des trucs vraiment propres à leur couple. J'ai adoré la partie vraiment où il y a eu la reconstruction de Brandon avec Nikolai, comment il pouvait plus vivre sans lui, routine de tradwife là, en mode Brandon c'est la petite femme et Nikolai c'est le gamin, mais ils vont très bien ensemble. Donc oui, en fait, Nikolai, avec sa folie, il apporte cette légèreté à Brandon que tout seul, il n'arrivait jamais à avoir. Et leur personnalité, malgré leur énorme différence, est le parfait exemple. Les opposés s'attirent et leur personnalité, au fait, c'est un 10 sur 10. Rien à dire, franchement, je les ai adorés l'un comme l'autre. En ce qui concerne mes citations préférées, j'ai même si tu te détestes, je t'aimerais assez pour nous deux. Je suis à nouveau coincé, complètement impuissant, dans les bras de l'homme qui a renversé tout mon univers et qui refuse de le quitter. C'était censé n'être qu'un petit jeu, mais visiblement, je ne joue plus. Le pire, c'est que je crois que j'ai perdu. Brandon est bien plus tourmenté que je ne le pensais, mais alors qu'il s'accroche à moi comme si j'étais son unique encre, je sais que je ne le lâcherai jamais. Pas même si je brûle avec lui. Il a le goût de ma propre chute, et je suis prêt à tomber. Ce truc ne bat que pour toi et grâce à toi, mais
avant, ma vie n'avait aucun sens. Cette vie où l'adrénaline était ma divinité. Mais tu es arrivé et tu as dompté mes démons. Tu m'apportes un équilibre, tu me complètes, tu fais partie de moi. Et sur ce, se termine la vidéo sur le tome 5 God of Fury de cette saga et le jour numéro 8 de cette semaine de Dark Romance. On se retrouvera demain pour le 9e et dernier jour de cette semaine avec God of War. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est le cas. Ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous laisse, on se retrouve très vite. Ciao!